Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Aujourd'hui, on fait un clin d'œil à Georges Brassens. Je suis le chronographe. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est l'ouverture à Rezé d'un nouveau musée, ou plutôt un centre d'interprétation sur l'archéologie. Ça s'appelle le Chronographe. Le bâtiment se trouve derrière nous. Je vous propose une petite visite en avant-première. Je suis à présent avec Cécile de Colasson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Chronographe, ce bâtiment dont on voit un peu la publicité partout en ville qui dit qu'on a patienté 2000 ans pour le voir, puisque c'est 2000 ans d'histoire qu'on va découvrir. Vous aussi, ça fait longtemps que vous l'attendez, ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous êtes fin prêt ? On est fin prêt. On dit un musée par facilité, mais en fait, c'est pas vraiment un musée, c'est un centre d'interprétation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et faire au Chronographe à partir de demain pour le grand public ? Alors, un centre d'interprétation, finalement, c'est assez proche d'un musée. Mais on a cette idée de donner des clés d'interprétation et de proposer différentes interprétations au public à partir des objets qu'on présente. Et puis surtout, on ne présente pas que des objets. Le centre d'interprétation, il est implanté sur un site archéologique dont on essaye de donner des clés de lecture, de compréhension. Donc, pas seulement en présentant des objets et pas forcément en valorisant une collection à proprement parler, mais vraiment en valorisant un site, une histoire, l'histoire de l'occupation humaine ici sur ce qui était le port gallo-romain, donc le port romain de Raciatum. Voilà, de Raciatum, qui est l'ancien nom finalement de Rezé. Alors ce site, il fait aussi écho à cette histoire puisque c'est censé reproduire un peu les entrepôts qui existaient à cette époque sur le bord de la Loire. Là, la route qui mène à Pornic, c'était la Loire en fait. Voilà, ça, on a un peu de mal à se le figurer aujourd'hui. C'était un petit peu notre objectif premier, c'est d'arriver à redonner la trace de ce qui explique l'implantation de Raciatum ici en bord de Loire, donc avec la création ex nihilo d'une ville nouvelle. Une ville nouvelle portuaire, créée par les Pictons, qui étaient un peuple gaulois au sud de la Loire, alors qu'au nord, à Nantes, on avait des Namnettes. Donc les Pictons se sont implantés au contact de la Loire, et cette Loire, aujourd'hui, comme vous le dites, elle a disparu derrière l'urbanisation. 500 mètres plus au nord. Voilà, 500 mètres plus au nord. Et ça fait partie effectivement des choses qu'on propose de restituer par des outils numériques, entre autres. Alors des outils numériques, mais pas que, parce qu'on a déjà une reproduction de ce qu'était le quai, en fait. Hein, c'est ça, qui a été découvert par les fouilles archéologiques il y a très peu de temps, il y a quelques années. Le quai, ça a été vraiment une découverte majeure dans le fil d'une très longue histoire des fouilles qui existe à Rezé depuis le 19e siècle. Et en 2011 a été découvert ce quai, qui est venu conforter l'hypothèse de toute une structure portuaire et qui a été reconnue sur 200 mètres de long. Donc, c'est une structure extrêmement importante qui a été fouillée assez longuement et sur laquelle se sont focalisées toutes les recherches ces dernières années. Donc c'est ce qu'on découvre dans ce musée, évidemment ce quai. Vous avez parlé aussi de la reconstitution, il y a beaucoup de vidéos pour essayer de se figurer justement ce qu'était la vie de Raciatum. Et quand on continue le parcours qu'on va faire avec vous, on voit en fait le quotidien des gens qui habitaient ici. Oui. Dans une volonté d'être très interactif. Hein. Alors le principe du parcours d'exposition, c'est à la fois de donner les clés de lecture de qu'est-ce que c'est ce port antique, pourquoi s'est fondée la ville de Raciatum, comment les recherches archéologiques surtout nous permettent de le comprendre, et d'élargir plus globalement à comment vivaient les habitants de Raciatum, mais aussi finalement, parce qu'ils étaient très proches, comment vivaient les habitants de Nantes et de Mauves. Mauves était également une agglomération romaine. Et pour ça, systématiquement, on part des indices
découverts par l'archéologie, puisque c'est l'archéologie qui nous renseigne le plus facilement et de façon très concrète finalement sur le quotidien des habitants. Ouais. Alors, on peut aussi toucher, alors ça je le dis, parce qu'on a le droit de toucher certaines pièces, ce qui est assez rare dans un musée. Ce qui est sous vitrine, c'est vraiment issu des fouilles, on n'y touche pas. Et là, il y a des facsimilés qu'on peut toucher. Voilà, on distingue différents supports, en effet, des amphores là, qui sont des facsimilés, mais là, vous avez un original qui a été fabriqué ici, dans des ateliers qu'on appelle l'atelier de la Bourderie, qui est un atelier local où on produisait ce type de choses. Alors ici, on est sur une petite vitrine où on peut voir à la loupe des petits objets. Qu'est-ce que c'est que cette étiquette commerciale, alors, qu'on peut voir? Alors, on a en effet quelques tout petits objets ici qu'on présente sous une loupe pour mieux appréhender les détails. Et ces petits objets, ils viennent documenter un peu la vie sur le port, hein, et les échanges commerciaux en particulier, parce on trouve toujours sur les ports antiques des amphores, on trouve des traces de tonneaux, de ce type de choses, mais il y a aussi ces petits éléments qui racontent le commerce. Et là, en l'occurrence, c'est donc une petite étiquette qui était fixée probablement sur des sacs. Alors les sacs, on n'en a plus trace, puisque ce sont des matériaux périssables. Donc les petits indices qui nous restent, c'est ça, des toutes petites étiquettes en plomb qui font quelques centimètres, à peine 1 centimètre de large. Et qui c'était un peu l'ancêtre du code barre. Alors celui-là, en tout cas, c'est l'étiquette qui nous renseigne sur le commerçant, donc le fabricant, la firme. Et puis à côté, on a un autre témoignage un peu de ce type. C'est une plaque en plomb sur laquelle sont gravés, là c'est plutôt un livre de compte. Sur lequel sont gravés probablement, c'est un peu difficile à déchiffrer, mais des colonnes de chiffres, de nombres, de lettres aussi, et qui mélangent, et ça c'est intéressant, le romain et le gaulois, ce qui permet de le dater. Et ce qui permet de dire que aussi il y avait une mixité importante sur ce port, avec des échanges où on était comme ça effectivement dans une province qui vient d'être romanisée et avec une langue qui fluctue encore entre le gaulois et le romain, et puis des livres de comptes que probablement on réécrit par-dessus. Le plomb, c'est très ça se relisse et puis on recommence sur le port à prendre ses notes sur les marchandises échangées. Il y a aussi des sesterces, évidemment, un peu de monnaie. Un petit peu de monnaie, mais on n'a pas fait une grande collection. Simplement, la monnaie, c'est intéressant parce que c'est la première monnaie unique en fait européenne, puisque avant cette diffusion très large des monnaies romaines, il n'existait pas de monnaie d'échange. La plupart du temps, on était dans du troc, et surtout, elle n'était pas unifiée. Là, à l'échelle de l'Empire, on voit ces monnaies qui circulent et leur degré d'usure, puisque celles-là, certaines sont usées, d'autres moins, nous dit aussi à quel point elles ont circulé dans les mains dans les différents pays de l'Empire. C'est vrai qu'à travers le parcours, finalement, on apprend aussi comment travaillent les archéologues. Ils ont des indices avec le bois, la céramique, les os, les graines. En fait, on apprend à devenir archéologue ici. On peut peut-être créer des vocations même. Mais on y compte bien. On se glisse en effet dans la peau de certaines spécialités de l'archéologie, puisque effectivement on a tout un ensemble de spécialités qui se développent autour de l'approche archéologique. Il y a des xylologues par exemple, qui étudient le bois. Voilà. Et ici c'est important puisque c'est une des particularités de ce site, c'est qu'on a découvert des morceaux de bois extrêmement bien préservés qui ont dû être démontés pour des raisons d'études, et on apprend à le dater, à l'identifier et donc à le faire parler comme le feraient les archéologues. Et ça fait écho aussi forcément encore aujourd'hui aux fouilles actuelles. On a aussi une connaissance du travail de fouilles qui continue à être mené sur la métropole dans ce centre d'interprétation du chronographe. C'est l'un des objectifs et une des missions principales du chronographe, c'est-à-dire que le site d'exposition permanent, c'est un lieu qui permet d'aborder notre histoire de Ratiatum, l'histoire commune de ses premières fondations romaines. Mais au-delà de ça, le chronographe, il a pour vocation à relayer l'actualité archéologique métropolitaine et à répondre à ce qui peut se passer comme fouilles à Carquefou, dans le centre de Nantes, un petit peu partout. Et la programmation qui sera celle des expositions temporaires, qui sera celle des ateliers, qui sera celle des apéro-conférences qu'on proposera régulièrement, elle va relayer ça à la fois des questions qui ont un lien direct avec les métiers de l'archéologie et puis plus globalement toutes les problématiques qui sont en lien avec les découvertes les plus récentes autour de l'archéologie. Nous voilà à présent à l'intérieur du chronographe devant cette table interactive où on peut voir
les fouilles qui sont actuellement en cours et puis même les fouilles passées. Oui, alors l'idée, c'est pas que les fouilles, ce sont toutes les observations connues sur le territoire de la métropole, des 24 communes. Il y a 650 sites qui sont répertoriés, donc certains très anciens, mention d'un menhir en 1790, voilà, et puis les plus récents qui font évidemment l'objet de documentation beaucoup plus scientifique, beaucoup plus développée. Donc sur ces 650 sites répartis sur toutes les communes, on a une trentaine sur lesquels on a renseigné particulièrement bien, un peu plus de façon détaillée, avec des choix sur les chronologies, donc préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, ou les thématiques, le funéraire, l'habitat, l'économie, le défensif. Voilà. Donc les gens peuvent se repérer un petit peu sur cette cartographie, d'où j'habite par exemple, ou savoir un petit peu où est-ce qu'il y a des Romains sur cette carte de ce territoire. D'accord, alors si on prend un exemple, moi si j'appuie là-dessus. Le promontoire de la Sangle. Alors, le promontoire de la Sangle, c'est un site qui est fouillé en archéologie programmée, qui est fouillé par une collègue de l'université, Julie Rémy. C'est un oppidum, c'est-à-dire une place forte de l'âge du fer des Gaulois, qui n'est pas encore très bien connu, qui est en cours de fouille depuis plusieurs années. Et donc là, on est à Bougnay, c'est ça pour On est à Bougnay, oui. Voilà. Et l'idée, c'est surtout de montrer qu'au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, au-delà des métropoles, enfin des villes comme Rosé, comme Nantes ou comme Mauves, on a vraiment de l'histoire partout. C'est la fin de notre émission au chronographe à Rezé. Si vous voulez à votre tour remonter le temps, rendez-vous ce week-end pour le week-end inaugural avec tout un tas d'animations, des ateliers, un concert, un spectacle son et lumière pour marquer le coup. Et puis sachez que l'entrée du musée est gratuite jusqu'au 26 février pour venir le découvrir. Après, l'entrée coûtera seulement 3 €. Le chronographe, voilà un nouveau musée sur le territoire de la métropole à découvrir. À très bientôt sur Télé Nantes. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.